centenaire de la ville de Moïsala dans le Barsara. L'événement a été célébré en présence du Premier ministre Emmanuel Nadingar, représentant le chef de l'État. Prix de l'excellence en journalisme édition 2012, la cérémonie a eu lieu hier soir à l'hôtel Kempinski. Plusieurs journalistes ont été primés au cours de la soirée. Journée nationale pour la promotion de l'artisanat. La rencontre a été sanctionnée par des remises des prix aux artisans. Reportage complet dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé en français. Je le disais en titre, la ville de Moïsala dans le Barsara a célébré son centenaire. Cet événement riche en couleurs a été placé sous le haut patronage du chef de l'État, représenté par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Le film de l'événement avec Assirana Batingar. C'est la place de fête de la ville de Moïsala qui a servi de cadre pour le lancement des activités de la célébration de ce centenaire. La population du département de Barsara, venue de coin et recoin, s'est mobilisée pour donner un cachet particulier à la commémoration du centenaire de Moïsala. Avant de prendre place à la tribune officielle, le Premier ministre Emmanuel Nadingar, représentant le chef de l'État, a été invité par le commandant à passer les troupes en revue. La célébration du centenaire de Moïsala offre l'opportunité pour les filles et fils de Moïsala de s'arrêter pour prendre conscience de la situation du département de Barsara, de dresser un bilan et de relever les défis de son développement socio-économique. C'est pourquoi les ressortissants de Barsara ont choisi de placer ces centenaires sous le thème « Réveil, l'unité et la solidarité pour le développement de Barsara ». C'est pour faire face aux défis de l'heure qu'ils ont décidé de choisir ces thèmes évocateurs. Plusieurs intervenants se sont succédés pour prononcer leurs allocutions. Il s'agit de Madame le maire de la ville de Moïsala, Kiyam Nadjibé, du président du comité d'organisation du centenaire Dr Daniel Dangar, du président de l'association Action pour le développement de Barsara, Koulou Ben Belia, et du gouverneur de la région de Mandoul, Abdelkerim Seyd Bouch. Tous ces différents intervenants ont rendu un hommage mérité aux dignes fils de Moïsala qui avaient souffert sous la colonisation avant d'inviter la population de Barsara à cultiver la paix, la fraternité et la solidarité. Ils ont aussi lancé un vibrant appel au gouvernement pour qu'il se penche sur le département de Barsara en les aidant, entre autres, à désenclaver Moïsala par la construction des ponts de Doro et Ndila, le bitumage de la route Moïsala-Koumra et doter le département de Barsara de personnel enseignant et de santé en nombre suffisant. Dans son intervention de circonstance, le Premier ministre Emmanuel Nadingar, représentant le chef de l'État, a rappelé quelques figures emblématiques de Moïsala qui se sont illustrées sur le plan politique, sportif et culturel. Le chef du gouvernement a profité de ces centenaires pour rendre hommage à tous ces valeureux fils de Moïsala qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes au Tchad. Le Premier ministre a exhorté les filles et fils de Moïsala à cultiver la paix, la tolérance et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés. S'agissant des doléances présentées par les différents intervenants, le chef du gouvernement a rassuré les autorités régionales que tous les points énoncés connaîtront un début de solution dans le meilleur délai. Il s'agit là de Hassan. Dans son allocution de circonstance, le chef du gouvernement, qui s'est félicité de l'organisation de ces festivités par les fils et filles du Barsara, a trouvé que c'est un exemple qui doit faire tache d'encre. Pour lui, le président de la République, Idriss Déby Itno, qui accorde une importance particulière au développement de toutes les villes du pays, a inscrit Moïsala en bonne place. Suivez plutôt le chef du gouvernement. Je tiens à dire combien ne se sera jamais surprendre. Alors qu'on pouvait penser que vous êtes venus pour chanter et danser uniquement, voilà que tous les médecins et professionnels de la santé originaires de Moïsala sont mobilisés pour organiser une caravane de soins gratuits à travers le département. Vous avez collecté des livres pour les élèves et décidé d'organiser des débats thématiques pour le développement du Barsara.
avec des moyens dérisoires, le centenaire de Moïsala laissera un impact durable. La leçon que nous en tirons, c'est que quand un peuple veut, il peut toujours. Il suffit d'en avoir la volonté. Je vous dis bravo, bravo et bravo. Pour finir, je voudrais, au nom du chef de l'État, vous exhorter à cultiver la paix, la tolérance, la concorde, la cohabitation pacifique avec vos compatriotes d'autres régions et d'autres pays qui ont choisi de lier leur destin au vote en choisissant de s'établir à Moïsala. Je vous exhorte au travail bien fait et à l'excellence dans votre rendement quotidien. Faites de Moïsala et du Bar Sara un pôle de développement. N'oublions pas que Moïsala avait abrité la fête nationale du coton dans les années 60 pour avoir battu le record national de productivité. Après le centenaire, l'avenir s'ouvre radieux pour Moïsala avec son fleuve, ses terres riches, son climat propice, ses hommes à toutes les créations. Le président de l'Association pour le développement du Bar Sara a vu juste en accent son discours sur l'unité, la paix et le développement. Je l'en félicite. Quant aux doléances qu'il a présentées, je lui réponds tout naturellement que les points énoncés correspondent parfaitement au programme politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lequel le département du Bar Sara l'a plébiscité à plus de 85% à la dernière élection présidentielle. Qu'il s'agisse du développement rural, de la femme, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé, le Bar Sara aura sa part dans la mise en œuvre du programme politique du gouvernement. Moïsala et le Bar Sara sont déjà dans le train de la renaissance nationale prônée par le chef de l'État. Les quelques réalisations déjà faites ici attestent de la volonté du gouvernement d'intégrer le Bar Sara et la ville de Moïsala dans le processus de développement durable de l'ensemble du pays. Il ne peut en être autrement. En outre, avec les potentialités humaines et économiques de Moïsala, son érection en commune de plein exercice d'ici 2014 lui permettra de prendre son propre destin en main par la valorisation des dites potentialités. La décentralisation relève de la volonté politique du chef de l'État consistant à faire des populations les actrices de leur propre développement et épanouissement socio-économique. Le gouverneur de la région, les délégués des différents départements ministériels concernés par les problèmes évoqués sont à même de résoudre la question du manque de professeurs de sciences, de sages-femmes et autres agents de l'État. Cela ne peut s'expliquer, si cela n'est fait, que par un dysfonctionnement au niveau administratif et qu'il faut rapidement corriger.
En marge de ces festivités, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a eu des échanges avec les membres du comité d'organisation. Au centre de ces échanges, la situation du département de Barsara et de la ville de Moïsala. Ramadei Hassan. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a toujours exprimé sa disponibilité de rencontrer les différentes couches socio-professionnelles en pareille circonstance dans ce déplacement à l'arrière-pays. Le président du comité d'organisation des festivités du centenaire de la ville de Moïsala, Dr Daniel Danga, a souhaité la bienvenue au Premier ministre Emmanuel Nadingar, représentant du chef de l'État et la délégation qui l'accompagne pour avoir effectué le déplacement de Moïsala. Pour lui, la présence du chef du gouvernement parmi les filles et fils du département de Barsara est la preuve que le président de la République, Idriss Déby Itno, est attaché à ces grandes manifestations. La célébration des festivités du centenaire n'est pas seulement un moment fort de communion et de brassage, mais aussi une occasion de réfléchir sur le sort et le devenir du département de Barsara, a-t-il insisté. Au cours de cette rencontre, les différents intervenants ont exprimé leurs préoccupations au Premier ministre Emmanuel Nadingar. Les problèmes du département de Barsara se résument au désenclavement de la zone, le manque de personnel de santé et d'enseignants, la sécurité et des moyens roulants. Ils ont demandé au chef du gouvernement de transmettre les préoccupations légitimes des filles et fils du département de Barsara aux plus hautes autorités du pays. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a été très attentif aux doléances présentées par les différents intervenants et a fait savoir aux responsables de la région de Mandoul que le chef de l'État Idriss Déby Itno accorde un intérêt particulier à la région. Le chef du gouvernement a indiqué que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les doléances exprimées seront prises en compte tout en insistant sur le problème d'infrastructure routière. Il les a rassurés que le gouvernement n'a pas perdu de vue la question du développement du département de Barsara. Les autres préoccupations soulevées connaîtront un début de solution dans le cadre de l'opération Cobra qui vise l'assainissement de tous les services déconcentrés de l'État dans la région, a-t-il ajouté. Peu avant de quitter Moïsala, le Premier ministre Emmanuel Nadingar, représentant le président de la République, a rencontré les 17 chefs de canton du département de Barsara venus spécialement participer aux festivités marquant le centenaire de la ville de Moïsala. Les échanges entre le chef du gouvernement et ses leaders d'opinion ont essentiellement porté sur le développement du département de Barsara. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a salué les efforts consentis par les chefs traditionnels dans la recherche, la consolidation de la paix et la coexistence pacifique entre les différentes communautés. Les chefs des cantons du département de Barsara ont, au cours de cette rencontre, réaffirmé leur soutien et leur attachement à la politique de la Renaissance prônée par le chef de l'État. Un déplacement des affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, et le conseiller diplomatique du président de la République, Ngom Yamassoum, ont quitté le matin pour Libreville au Gabon. Le chef de la diplomatie tchadienne prendra part à la réunion cet après-midi des ministres des Affaires étrangères des États membres de la CEAC sur la situation en République centrafricaine. Cette réunion va faire le point de la situation sur le terrain et examiner les modalités de la mise en œuvre des décisions issues du sommet de la CEAC en N'Djamena le 21 décembre dernier. Il s'agit entre autres de la cessation des hostilités, du déploiement de la force d'interposition et de l'ouverture du dialogue entre toutes les parties centrafricaines. Inauguration ce matin à Farsha de la centrale de fabrique de béton. Cette centrale est en mesure de fabriquer des tonnes de béton. Des précisions avec Innocent Kilayou. Le Tchad est en chantier. La réalisation de multiples chantiers nécessite des industries de pointe, des fabriques de béton. La mise en marche de la 3e centrale à béton de Farsha est une réponse. D'une capacité de production de 30 mètres cubes de béton par heure, la centrale à béton de Farsha est construite également pour accompagner les œuvres des plus hautes autorités dans le domaine de la réalisation des ouvrages. Cette centrale à béton a une capacité de 30 mètres cubes heure, soit 72 tonnes par heure. Elle est à la disposition du gouvernement pour la réalisation des ouvrages solides au profit de notre pays.
le directeur adjoint du ministère du Commerce et de l'Industrie et le directeur général du laboratoire de bâtiments et des travaux publics ont apprécié la mise en marche de la centrale à béton de Farsha. Toutes nos entreprises travaillent d'une manière un peu artisanale. Et maintenant, avec cette centrale, je crois qu'on aura des bétons bien faits, on aura également des pavés bien faits, on aura tout le matériel, je crois qu'il y aura un très bon dosage. Pour nous, c'est une grande surprise et une surprise très agréable. Pour la première fois, on assiste à l'installation d'une centrale à béton au Tchad. Et pour nous qui travaillons dans le secteur du BTP, c'est une bonne opportunité. Équipé d'un système informatique qui permet de bien calculer la quantité du sable, du gravier et du ciment avant de les mélanger, la centrale à béton de Farsha est une véritable mélangeur moderne. Une fois renvoyé dans le malasseur prend son cycle de production. Le malasseur permet de malaxer le ciment et les agrégats et l'eau jusqu'à 40 secondes et permet le temps de vidange dans la toupie que vous voyez. Et une fois versé dans la toupie envoie le béton demandé dans la destination voulue. Pour le Tchad, qui est en chantier, ce genre des machines capables de fabriquer 72 tonnes de béton en 1 heure sont un plus pour la construction des grands ouvrages. Après une journée entière de discussions, les députés ont adopté hier le projet de loi des finances 2013 soumis à leur appréciation. Le projet présente un budget de 1569 milliards 529 millions en recettes et 1724 milliards 529 millions en dépenses. Mohamed Moussa Bamchib. L'adoption de ce projet de loi des finances 2013 par la représentation nationale va permettre au gouvernement d'exécuter son vaste programme de développement. Programme axé sur la lutte contre la pauvreté et les priorités de la stratégie nationale de la réduction de la pauvreté à mettre en œuvre. De nouvelles mesures sont contenues dans le projet entériné par les députés. Il s'agit entre autres de l'introduction des modifications et compléments à certaines dispositions du Code général des impôts, de transposition de certaines dispositions de la directive CEMAC, de la révision des prix et des taux de droits et taxes en matière de cession et de transactions mobilières, la création d'une nouvelle taxe à l'embarquement sur les transports aériens nationaux et internationaux, d'une nouvelle taxe sur les produits pétroliers, l'introduction des nouvelles dispositions relatives aux sanctions des entreprises et le recrutement de 6 000 agents à la fonction publique figurent également dans le document. À l'issue de débats, les élus du peuple ont relevé plusieurs points relatifs à l'intégration des agents non qualifiés à la fonction publique et le recensement métrique dans l'État. Répondant aux préoccupations des députés, le ministre des Finances s'est dit satisfait. Les élus du peuple n'ont pas perdu de vue le problème de logement qui pose problème. À cet effet, le ministre des Affaires foncières et du Domaine rassure la représentation nationale que le gouvernement se préoccupe de ses citoyens. C'est sur une note de satisfaction que députés et membres du gouvernement se sont séparés. Quelques meilleurs journalistes ont été primés hier. C'est à la faveur du prix de l'excellence en journalisme organisé par le Haut Conseil de la communication. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Kempinski en présence des responsables de la dite institution ainsi que du représentant du ministre de la Communication. Le point avec Kadnouba Théophile. Ils sont au total 30 journalistes à s'engager dans la course pour cette 4e édition du prix de l'excellence. Après examen de dossiers par le jury pendant 2 semaines, 8 candidats ont été disqualifiés. Sur les 22 candidats, le jury a retenu les 6 meilleurs dossiers, dont 3 en presse écrite et 3 en audiovisuel. En presse écrite, c'est Adam Hassandeye du journal Le Progrès qui remporte la plume d'or. Il est suivi de Mbaïde Dim Djenodi Frédéric du Tchad des Cultures. Mbaïnaï Betoubam du journal L'Union ferme la marche du podium. Dans le domaine de l'audiovisuel, le meilleur prix est remporté par Simon Wamkissa de la radio Efrata de l'Aïe, étalonné par Malik Victor Lyon du Cefoud. Toumadr Al-Kansr de la radio Tchad arrive en 3e position. Le président du comité d'organisation, Célestin Topona, a saisi l'opportunité pour saluer l'engouement des journalistes et le travail abattu par le jury. Le président du HCC a pour sa part mis l'accent sur les efforts du gouvernement en faveur de la liberté et du professionnalisme dans le métier. Pour Mustapha Ali Alifei, cette liberté de s'exprimer sur tout ce qui
qui a trait à la situation politique, socio-économique du pays est le fruit de 22 ans de sacrifices consentis par les plus hautes autorités. Le président du HCC a également attiré l'attention de certains responsables de maisons de médias sur les dérives qui peuvent mettre en cause l'unité et la cohésion pacifique. Un avis partagé par le représentant du chef de l'État qui exhorte les responsables des organes des médias à soutenir les plus hautes autorités dans leur engagement. La libéralisation du paysage médiatique tchadien exige que celles et ceux qui y travaillent soient dans des conditions de travail décentes et en cela, l'État a rempli sa part de responsabilité qui fait qu'aujourd'hui, les journalistes de l'Office national de radiodiffusion et télévision du Tchad et de l'Agence tchadienne de presse et d'édition exercent leur métier dans un nouveau contexte matériel et social adéquat. Des efforts similaires devraient être réalisés par les autres composantes des médias du secteur privé, notamment afin de mettre tous les professionnels au même diapason dans des compétitions comme les prix de l'excellence en journalisme. Cette soirée, tant attendue par les journalistes tchadiens, est agrémentée par le groupe Gospa. Volet médias toujours, la chaîne de télévision privée Al-Nasr est désormais présente sur satellite, le Nilsat. Cette montée sur satellite a l'objet de cérémonie organisée ce matin. Saint-Tiche Mantar. Par cet acte, la télévision Al-Nasr devient la première chaîne privée tchadienne à monter sur satellite. Un pas audacieux que la jeune chaîne franchit avec le soutien de tous ceux qui ont fait le déplacement ce matin. Occasion pour le directeur des programmes et des nouvelles de leur exprimer sa reconnaissance et de souligner les ambitions de la chaîne. On a diversifié certains programmes. D'abord, on a un grille de programmes bien établi, surtout des émissions qui touchent le secteur de l'éducation, le développement, l'environnement, également des émissions qui touchent la vie d'un couple, le couple mère-enfant. Présent aux côtés de la télévision, le Haut Conseil de la communication se réjouit de ce nouveau pas franchi par Al-Nasr. La vice-présidente du HCC a encouragé le jeune personnel de la chaîne tout en l'invitant à travailler avec professionnalisme. Faites attention à ce que vous diffusez pour nos enfants. Faites attention à protéger ce que nous avons comme acquis. Cultivez la tolérance. La télévision Al-Nasr est donc présente sur le satellite Nilesat sur la fréquence 11 354 GHz. C'est une chaîne privée commerciale et généraliste. Elle est installée à N'Djamena, capitale du Tchad. Et puis pour boucler ce chapitre média, le réseau des journalistes tchadiens pour la promotion des sports est allé à la rencontre des communicateurs de la presse privée. Quelques radios privées de la place ont accueilli ce matin l'équipe du réseau conduite par Adoum Mangana. Kanouba Théophile. Cette visite s'inscrit en droite ligne du programme d'action établi par le réseau des journalistes tchadiens pour la promotion du sport RJTPS. Il s'agit de rencontrer les hommes et femmes des médias, d'échanger avec eux, donner des décisions sur le travail du chroniqueur sportif. D'après le président du réseau des journalistes tchadiens pour la promotion des sports, Adoum Mangana Adoum, le réseau entend organiser une session de formation à l'intention des chroniqueurs sportifs dans les jours à venir. La formation sera assurée par Eddy Hamel, responsable des sports à Canal France International. Avec l'idée de la renaissance et puis la vision même du chef de l'État dans le domaine du sport, nous sommes un peu ressaisis et on a eu de moyens. Donc par rapport à ça, le réseau compte former les journalistes. Et non seulement ça, au-delà, nous comptons également mettre des brochures, c'est-à-dire des différentes disciplines à la disposition de différentes rédactions. En 2013, le Tchad abritera pour la première fois de son histoire la 32e édition du championnat de lutte olympique qui regroupera une cinquantaine de pays. C'est pourquoi le réseau forme les chroniqueurs sportifs afin de mieux couvrir ce grand événement. Les rideaux sont définitivement la journée nationale pour la promotion de l'artisanat. Des prix ont été décernés aux artisans. Le but est de favoriser l'échange et le partage de l'expérience dans le domaine de l'artisanat. Grand Gachamirima, reportage. 7 jours durant, le public djamenois a apprécié les produits artisanaux
présentés dans les différents stands. La journée nationale de promotion de l'artisanat fut un cadre de brassage où les hommes et les femmes, encadreurs, décideurs, ont mené des réflexions lors des conférences débats en vue de promouvoir le secteur de l'artisanat au Tchad. Des prix ont été décernés aux artisans qui se sont démarqués de par leurs œuvres selon le critère du jury mis en place par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Le premier prix est revenu à une artiste spécialisée dans la peinture abstraite. La deuxième édition de la Journée nationale de promotion de l'artisanat traduit la volonté des plus hautes autorités de mieux garantir et promouvoir le métier de l'artisanat. J'ose croire que vous partirez d'ici bien outillés, de connaissances et prêts à restituer cette formation au niveau des bases et les vulgariser. La Journée nationale de promotion de l'artisanat qui se déroule chaque année sur l'ensemble du territoire vise à susciter une nouvelle génération des artisans qui intègrent matières traditionnelles et la modernité. La restitution de l'étude sur la corruption en milieu scolaire a eu lieu hier soir à la cathédrale de N'Djamena. Cette étude menée par la Commission nationale Justice et Paix consiste à comprendre les manifestations de ce phénomène dans le milieu éducatif. L'enquête s'est déroulée dans quelques établissements de la capitale. Marale Joséphine. C'est la première fois que la Commission nationale Justice et Paix initie une étude sur la corruption en milieu scolaire. Cette enquête, qui s'est effectuée dans 40 établissements tant publics que privés ici en N'Djamena, vise à cerner les aspects de la corruption, la perception par les différents acteurs impliqués dans cette pratique, les facteurs favorisants et les effets négatifs sur le système éducatif tchadien. Le présentateur Doudi Dingao Antoine, après avoir donné le sens du mot corruption, a fait ressortir qu'elle est bien connue du milieu scolaire tchadien contrairement aux autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il a indiqué que cette pratique revêt plusieurs formes, à savoir l'achat des notes, la falsification des bulletins de notes, le recrutement frauduleux et autres. C'est souvent lors de la rentrée scolaire et du remplissage des bulletins que les élèves corrompent leur encadreur pour passer en classe supérieure, devait-il ajouter. La corruption en milieu scolaire, souligne l'orateur, est pratiquée tant par les parents, les élèves que l'administration. Elle tire sa force de la pauvreté, du harcèlement sexuel et de l'échec et agit considérablement sur l'économie du pays. Pour réduire l'ampleur que prend ces phénomènes sur l'ensemble du territoire, l'orateur estime qu'il est temps pour les acteurs de mener des campagnes d'information et de sensibilisation à différents niveaux, mais aussi d'infliger des sanctions aux coupables. Cérémonie officielle de remise des diplômes aux lauréats de la 22e promotion des ingénieurs en travaux publics. C'était ce matin au sein de l'École nationale supérieure des travaux publics en présence du ministre chargé des infrastructures et équipements, Gatangoulou. Reportage à Doumbé Hortense. Pour favoriser la culture de l'excellence à l'École nationale supérieure des travaux publics, les meilleurs étudiants de la 22e promotion sont primés. Spécialisés en travaux publics, génie rural, bâtiments et topocartographie, ils font partie des 80 ingénieurs en travaux publics mis cette année sur le marché de l'emploi par l'ENSTP. Pour le directeur général de l'école, Koina Rodumta, son établissement est résolument engagé à produire des diplômés de qualité polyvalents, aptes à s'adapter au contexte international. Au regard des besoins et exigences de l'heure, le ministre à la présidence chargé des infrastructures estime que produire des cadres de qualité est un impératif. L'école des travaux publics a engagé une réforme qui lui permettra bientôt de répondre aux besoins du pays en ingénieurs de conception. C'est pourquoi le cycle actuel des ingénieurs des travaux Bac+3 devient celui de la licence professionnelle et sera suivi bientôt du cycle master Bac+5. L'avantage de ce système LMD, grâce au principe des crédits transférables et capitalisables, garantira à nos étudiants une mobilité internationale et leur permettra de suivre ailleurs des études s'ils le désirent. Les lauréats de la 22e promotion du cycle des ingénieurs en travaux publics ont saisi l'opportunité pour remercier le corps professoral et les responsables de l'école. Ils sollicitent entre autres leur intégration à la fonction publique, la création d'un campus universitaire au sein de l'établissement et la mise en leur disposition d'un bus et des outils informatiques. Voilà, c'est